Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 23 avril et à la une de cette édition, la directrice de l'ARS fait le point sur l'épidémie. Pour Dominique Voynet, les chiffres restent relativement stables, même s'il convient de faire évoluer la stratégie des tests. En effet, si plus de personnes sont désormais testées, cela doit encore s'accroître et être davantage ciblé. Les personnes à risque seront ainsi priorisées, à l'instar du personnel médical. Par ailleurs, la directrice de l'ARS souhaite que les personnes malades n'aient plus peur de se déclarer. Au montage, Leslie Vumenet. 339, c'est le nombre de cas de Covid-19 confirmés à Mayotte à ce jour, un chiffre en augmentation, ce qui n'inquiète pas outre mesure la directrice de l'ARS. Le jour où on voit 27 personnes positives, c'est le jour où on fait effectivement le test systématique des personnes autour de la personne âgée de Kaweni pour laquelle on ne trouvait pas de cause. Il y a les 8 personnes du RSMA, etc. Donc évidemment, il y a des biais. C'est la tendance dans la durée qui compte. Et vous notez que la veille du jour où on a 27 cas, il n'y avait presque pas de cas. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de prélèvements qui étaient restés aussi dans les CMR et qui avaient été amenés trop tard pour le lancement des séries de cette journée-là. Donc tout ça doit être jugé dans la durée. Donc je dirais qu'on a une petite tendance à l'augmentation quand même après un tassement au cours du week-end de Pâques. On a une petite tendance à l'augmentation qui est plutôt liée à notre stratégie de test qu'à l'apparition de nouveaux cas. Est-ce que le virus circule partout? Je ne crois pas. Pour Dominique Voynet, l'augmentation du nombre de cas est très largement liée à l'augmentation du nombre de tests. À ce titre, la stratégie va encore évoluer afin de coller davantage aux réalités du territoire. On se dit simplement qu'on diagnostique encore trop peu par rapport au nombre total de personnes qui sont sans doute atteintes, mais c'est évidemment très difficile de piquer des aiguilles dans des bottes de foin quand il n'y a pas de symptômes. Voilà. Donc, pour essayer de diagnostiquer plus largement, on a envoyé à Paris une proposition d'élargissement de notre stratégie de test pour tester tous les patients atteints de maladies chroniques lourdes, diabétiques, hypertendus, obèses et insuffisants rénaux. Tester plus largement les professionnels de santé, tester aussi plus largement les personnes qui sont en contact des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes qui vivent dans des milieux confinés par obligation, que ce soit des personnes handicapées en institution, que ce soit des détenus par exemple. Voilà, on va préciser ça au cours des jours à venir, mais on aura forcément, on va élargir nos tests. Objectif, réaliser 1000 tests par jour dans les prochaines semaines. Pour cela, l'ARS a demandé au ministère de la Santé des biologistes moléculaires supplémentaires et du matériel adapté. Par ailleurs, la directrice de l'ARS souhaite que davantage de personnes se déclarent aux autorités sanitaires et cela passe par un changement de regard sur la maladie. On est en train de communiquer, comme vous l'avez vu, sur l'idée, non, le Covid, c'est pas une maladie honteuse, on l'attrape comme la grippe, on n'y peut pas grand-chose si on l'attrape. Évidemment, on pourrait toujours se dire, t'as pas été prudent, t'as pas respecté les gestes barrières, etc. En réalité, il y a tout un tas de situations où on est maladroit sans l'avoir choisi, on n'a pas le choix, personne n'est à l'abri, évidemment, d'une contamination accidentelle. Ce qui est important pour nous, c'est pas seulement de faire la morale, on va pas dire que c'est pas bien de marginaliser quelqu'un, on va dire aussi, attention, d'une façon paradoxale, ça contribue à faire flamber l'épidémie. C'est-à-dire que si les personnes ont le sentiment que dans leur communauté, dans leur famille, dans leur rue, elles vont être traitées comme des pestiférés, on a beaucoup de raisons de penser que certains ne vont pas consulter, non seulement, mais ne vont pas dire s'ils se sentent malades, y compris à leur proche entourage. Se signaler et être testé reste le meilleur moyen de se protéger, mais également de protéger les autres de ce virus qui a tué près de 190 000 personnes à travers le monde. Et autre épidémie qui inquiète au plus haut point, la dengue. Le CHM a aujourd'hui bien du mal à suivre le rythme entre ces deux épidémies qui donnent lieu à des hospitalisations dans certains cas graves. Ce matin, nous recevions sur notre plateau une personne qui a été victime de la dengue, maladie véhiculée par les moustiques. Je vous propose d'écouter son témoignage lors de la matinale de Coésie. J'ai failli mourir. Comment ça, vous avez failli mourir? J'avais 2 semaines de dingue, je suis tombé gravement malade et je peux vous dire que je suis passé de près du trou. Hein. J'ai vu mon trou tout près. Hein. Ouais. Et il a fallu vraiment un coup de chance. J'ai toujours de la chance dans la vie. Hein. Ouais. Toujours, à tous les niveaux. Hein. Mais
quand j'ai vu ce que c'était vraiment cette dingue, moi j'ai déjà attrapé des fièvres ou des trucs comme ça, bon, même étant pas tout neuf, je suis pas content de la façon, surtout à Petite-Terre, parce que je vis là-bas, le comportement du peuple et puis des poubelles. C'est une catastrophe. Mais quel est le lien entre ça et la dingue? Ben, le moustique, si c'est renforcé, c'est à cause de ces poubelles. C'est même sûr et certain, j'ai voyagé pas mal dans ma vie. Mais quand je vois l'état de Petite-Terre, des tas de poubelles, et moi je pars du principe, à la place des poubelles, on aurait mis des pots de fleurs, ce serait quand même 1000 fois mieux. Vous voyez ? Le 11 mai approche et les questions autour de la réouverture des écoles se multiplient. Ce matin, le recteur Gilles Albou était sur notre plateau afin de faire un point complet. Le chef de file de l'éducation à Mayotte souhaite que les enfants reprennent le chemin des classes, notamment ceux qui se retrouvent exclus des dispositifs d'enseignement à distance. Pour le recteur, pas question d'assouplir le confinement et de ne pas réouvrir les écoles. Au montage, Leslie Vumenet. Les débats se poursuivent et s'intensifient autour de la reprise des cours le 11 mai prochain. Pour le recteur, il n'existe aucune ambiguïté. L'école est une priorité absolue et tout doit être mis en œuvre pour rouvrir les écoles de l'île. Le président de la République, et là on fait de la vraie politique avec un grand P, a dit dans le cadre d'un déconfinement progressif, des activités vont reprendre et dans les activités qu'on pourrait dire prioritaires en deuxième rideau, et je pense indispensable à une nation, c'est enseigner, éduquer. Ouais. Et évidemment, il faut qu'on donne aux enfants, à leurs familles et aux enseignants des garanties pour que cette reprise progressive se passe dans les meilleures conditions. Donc, vous voyez le fil. Est-ce qu'on déconfine? Est-ce qu'on passe d'un confinement strict à quelque chose de plus ouvert et d'un déconfinement progressif? Pour l'instant, j'entends partout et de la part de tout le monde, plutôt oui. Si le recteur va à l'encontre des propos de Dominique Voynet qui a prôné un retour en classe à l'issue du Ramadan, c'est qu'un grand nombre d'enfants sont aujourd'hui exclus de l'enseignement à distance. Moi, ce qui ne me réjouit pas et ce qui m'attriste profondément, c'est qu'on a à Mayotte énormément d'élèves qui sont en train de complètement décrocher. D'ailleurs, on le voit un peu en se promenant. Il y en a qui sont complètement en train de décrocher. On évalue, pour certains niveaux, à plus d'un quart d'élèves qui sont complètement hors système. On ne peut pas se résigner à ce que ces élèves-là, pendant 6 mois, n'aient pas accès au savoir, n'aient pas accès à l'éducation. Et donc, on fera tout pour que ces élèves-là, même un petit peu, retrouvent le chemin de l'éducation et du savoir. On ne peut pas dire la première partie du déconfinement léger ou des déconfinements progressifs, c'est de laisser des jeunes aller faire du foot, aller s'amuser à la plage. Moi, je crois en la valeur éducative et je pense que toutes... S'ils peuvent aller faire du foot et aller à la plage, ils peuvent aller à l'école. Eh bien, exactement. Le recteur a assuré que tout serait mis en œuvre pour que les conditions d'hygiène et de sécurité soient respectées. Le 14 mai, seules les grandes sections de maternelle et les CP et CE1 vont rentrer en classe. Le second degré reprendra le chemin des établissements scolaires la semaine suivante, mais seuls les élèves de 3e et de 1er seront accueillis dans des conditions précises par petits groupes. Enfin, pour les autres, la rentrée aura lieu la semaine du 25 mai. Une fois qu'on sera rentré, qu'on aura repris contact avec tout le monde, par demi-classe, par tiers de classe, et on dira de manière individuelle, enfin de tel nom jusqu'à tel nom, vous venez. Et puis évidemment, on essaiera de flécher les élèves qui en ont le plus besoin, parce que dans le cadre de la pré-rentrée, dans le cadre de la semaine du 11, c'est-à-dire pour nous, les enseignants vont commencer la pré-rentrée le 13, 14, 15. Dans le second degré, puisqu'ils n'y auront pas d'élèves, ils vont réfléchir justement à ce système de roulement. Quels élèves en priorité? Quels sont les élèves qui vont rester à la maison? Parce que finalement, à la maison, tout se passe bien. J'ai Internet, je suis tous les dispositifs, je regarde Coesi TV, Coesi School, et tout va bien. Je peux aussi avoir accès au CNED, j'ai accès à la plateforme numérique de l'éducation nationale. Tout va bien, je reste à la maison. Les parents auront donc le choix, même si les élèves qui resteront à la maison seront amenés à se rendre dans leur établissement un jour par semaine. Rendez-vous est désormais pris le 14 mai prochain pour voir comment la situation évolue. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Safina Soula Abdallah, membre du collectif des citoyens de Mayotte, issue du mouvement de 2018. Présidente du collectif, prenez bien le micro. Safina, bonsoir. Bonsoir tout le monde.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Bien sûr, on va parler de cette épidémie de Covid-19. Mais déjà, un mot, les parents s'inquiètent forcément avec cette reprise des cours. Les enseignants aussi s'inquiètent. Les autorités tentent de rassurer. Quel est votre sentiment et votre position par rapport à cette situation? Déjà, en tant que parent, moi personnellement, je ne sais pas si il faut impérativement ouvrir les écoles le 11 mai. Mais à mon avis, il faut écouter chaque corps. Donc il y a le corps enseignant, il faut les écouter, il faut prendre en compte de ce qu'ils disent. Il y a aussi les responsabilités de chaque mairie qui ont leur opinion à donner, donc il faut les écouter aussi. Mais nous, parents, en tant que parents, on a notre mot à dire. Hein, donc nous en tant que mère de famille, mais bien sûr, en tant que mère de famille, vous avez envie d'envoyer vos enfants? Nous, ce que nous constatons, ce que nous faisons pour nos enfants, ça n'a rien à voir avec ce que les enseignants font en classe. Mais dans la discussion et dans le calme, dans la sérénité surtout, parce que les enfants subissent aussi une sorte de, comment dirais-je, une incompréhension de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas le virus. Et aujourd'hui, si on impose l'ouverture, ou alors on dit de ne pas du tout faire la rentrée parce que un tel ou parce qu'un tel, il faut attendre que tout ça se règle. À mon avis, il y a un juste milieu qu'il faut trouver. Mais on ne peut pas à chaque fois reporter ou alors non, c'est dans la discussion et dans la sérénité qu'on trouvera une solution. Mais moi, personnellement, mes enfants, là, à l'heure actuelle, j'essaie de les encadrer, mais ce n'est pas facile. Donc, tôt ou tard, il va falloir qu'ils rentrent quand même en classe. C'est tout ce que je peux dire. Justement, on le voit, il y a un peu on allait dire pas forcément des tensions, mais on sent que c'est difficile entre les autorités de tomber d'accord sur la stratégie de déconfinement, puisque c'est de ça dont on parle. Quel regard aussi vous portez sur ce déconfinement qu'il va falloir faire à un moment donné, mais dans une situation qui semble complexe où on ne sait pas trop exactement où est-ce qu'on en est. Et notamment, c'est vrai que sur ces tests, sur ce nombre de cas qui augmente, et vous avez justement, le collectif, pris la parole là-dessus parce que vous avez des interrogations. Mais bien évidemment, je pense que ce qui va donner l'indicateur pour la rentrée, ça sera l'évolution de la maladie, de ce virus. Si au-delà d'une semaine, de 3 semaines, parce qu'elle est en train de dire que pour l'instant c'est constant, si le nombre de cas reste stable ou alors diminue, peut-être que la crainte pour envoyer nos enfants à l'école va diminuer aussi. Donc pour nous, vraiment l'indicateur pour la rentrée des enfants, ça sera l'évolution de la maladie, l'évolution du virus. Personne ne peut dire il faut y aller le 11 ou le 15 ou fin mai. Pour l'instant, nous devons suivre l'évolution de la maladie. Si les autorités font le nécessaire pour pouvoir justement isoler ceux qui sont malades pour éviter justement la contagion envers d'autres foyers, bon, pourquoi pas, ça va quand même se voir. Mais pour l'instant, à mon avis, nous sommes en train de regarder surtout l'évolution de la maladie, à quel stade on est, et voilà. Et vous êtes aussi monté au créneau sur le non-confinement, parce qu'effectivement, on le constate, la ministre des Outre-mer a expliqué qu'il était très bien respecté à Mayotte. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Au regard de effectivement ce qu'on voit sur le territoire, on peut effectivement émettre des doutes sur le fait que ce confinement est suffisamment respecté. On le voit tous les jours et de plus en plus. Ce confinement, en fait, là, aujourd'hui, moi, on entend déjà le déconfinement comme si le confinement a réussi. Pour certains, ça a été, mais pour nous, on a constaté plutôt un confinement pour une catégorie de population, pendant qu'une autre catégorie se livrait à toutes sortes de manifestations. C'était les balades. Vous voyez des enfants errer autour des endroits dangereux, tranquillement, sans être dérangés par qui que ce soit. Donc, on a subi une sorte d'injustice de la part du système, qui ne reconnaissent pas parce que tout simplement, vous n'êtes pas détenteur d'une pièce d'identité. Vous pouvez circuler, vous pouvez aller où vous voulez, mais dès lors où vous êtes une personne bien identifiée, eh bien, vous faites l'objet d'une amende, même si vous portez sur vous une attestation qui précise bien que vous allez pour faire des choses habituelles non loin de chez vous. Mais non, vous l'oubliez ou parce que vous avez oublié de mettre la date ou parce que tout de suite vous... Qu'est-ce que ça veut dire? Selon vous, il y a une différence entre les personnes qui seraient issues de l'immigration, par exemple, c'est ça, et les personnes, les Mahorais,
C'est ça aujourd'hui, selon vous, le problème qu'il y a? C'est une réalité que nous constatons, que nous voyons et que nous disons haut et fort. À mon avis, il faut pas chercher à cacher la réalité parce que tôt ou tard, elle vous rattrape. Et c'est cette façon de faire qui nous a amenés à cette situation. Il faut le rappeler, hein. Tant qu'on laisse une population arriver massivement dans une toute petite île pendant 10, 15, 30, voire même 40 ans, là je donne mon âge, aujourd'hui nous voyons la situation. C'est-à-dire que la crise, elle est ingérable. Nous avons une maladie, un virus qui est là, qu'il faut traiter, qu'il faut, comment dirais-je, suivre. Et de l'autre côté, vous avez une population, celle qui est déjà là depuis un certain temps, qui n'est toujours pas encore reconnue et qui ne respecte pas les règles. C'est-à-dire qui ne reconnaissent pas qu'ils sont dans un territoire français, qui continuent à faire ce qu'ils veulent. Pendant ce temps-là, d'autres encore arrivent. Donc nous disons encore une fois qu'on nous dise ce qu'on doit faire, parce que l'eau balai des Kwassa, pas moins d'avant-hier ou avant-hier, enfin hier, ils ont continué à accoster sur nos côtes. Et on est en train de dire qu'au Comores, il n'y a pas le Covid-19. Les autorités comoriennes le disent, en tout cas, ils sont en train de mener une guerre contre la France, contre le préfet et l'ARS de Mayotte, de mensonges, alors que ce sont eux-mêmes qui sont en train de mentir à tout le monde. Donc aujourd'hui, qu'ils arrêtent de nous accuser de mots qui sont dans leur pays et qu'ils gèrent leur population chez eux. On va parler des Comores, mais juste un mot avant, si vous le voulez bien, un mot effectivement de ce que disent les autorités, que ce soit l'ARS, le préfet. Ils expliquent que certaines personnes ne peuvent pas rester confinées de par leur qualité de vie, leur niveau de vie, leur logement. Pour vous, il y a vraiment 2 poids 2 mesures dans cette épidémie, dans cette gestion de l'épidémie. C'est ça que vous dénoncez aujourd'hui? Mais depuis le début, je pense que le collectif ou les collectifs, nous avons alerté sur la situation actuelle et qui va encore s'empirer de jour en jour et d'année en année. Si on ne prend pas la mesure du danger actuel, de cette situation-là et de cette surpopulation, dans un premier temps, dans certains quartiers, cette surpopulation qui sévit dans les établissements scolaires jusqu'au lycée, et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait de cette population-là? Aujourd'hui, il y a ce virus-là. Il fallait tout de suite, s'ils avaient pris l'ampleur du problème, prévoir des masques pour ces personnes-là. Ensuite, mettre des citernes d'eau, les placer dans chaque quartier pour que les gens ils puissent avoir de l'eau, se laver la main, avoir de quoi boire pour leurs enfants. Ça aurait permis, ça les aurait en tout cas, comment dirais-je, rassurés dans un premier temps. Ensuite, à chaque fois qu'on ouvre les médias, eh bien, il faut les aider, et on manque de ci, on manque de ça. Nous, on le veut bien. Mais ça veut dire qu'ils ont reconnu ce que nous disions depuis le début. Ça veut dire que la population de Mayotte, elle n'est pas du tout à 250 000 personnes. Lorsque nous regardons bien les chiffres, ça veut dire que là, les aides qu'il faut donner aujourd'hui, nous avons la CCAS qui est gérée par les communes. Nous avons d'autres associations qui sont gérées par d'autres structures que la préfecture reconnaisse. Mais nous, associations locales des Mahorais, que nous sommes là pour les Mahorais, pour l'ensemble de la population, nous, on nous a jamais cru. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir la réalité. C'est-à-dire que la population actuelle, nous ne souhaitons pas. Mais si un jour, il y a un cyclone qui arrive sur Mayotte, un autre, je ne sais pas, vous savez que tout peut arriver à tout moment. Mais bien sûr, que pourrait-on dire à ce moment-là? Je ne le souhaite pas du tout. Bon, là maintenant, on a 2 phénomènes. Nous avons le Covid, mais aussi, il va falloir aussi trouver des solutions pour aider la population pour le Ramadan qui va commencer peut-être demain. Et là, cette population mahoraise que nous avons se sent abandonnée parce que à chaque fois que les autorités prennent la parole, il y a 80% de pauvreté à Mayotte. La population mahoraise est les pauvres à 80% de la population. Ce n'est pas vrai. Ils disent encore une fois, à chaque fois, les Mahorais, il va falloir qu'à un moment qu'on clarifie bien le langage que nous utilisons. Donc, il y a une population étrangère qui est là,
qu'il faut reconnaître, qu'il faut identifier et qu'il faut le mentionner. Lorsque vous mélangez une population qui vient d'arriver avec la population locale en sèmant le flou, ça veut dire que vous voulez cacher quelque chose. Mais c'est ça que nous dénonçons. Un dernier mot, Safina, vous parliez des Comores. Vous avez émis depuis le début des doutes sur l'accord cadre entre la France et les Comores. Qu'en est-il aujourd'hui? On le voit, vous l'avez exprimé, il y a de vraies tensions entre les deux pays, notamment sur ces chiffres. Les Comores, encore le président Azali s'est exprimé hier pour dire qu'il n'y avait pas de virus dans son pays, qu'il avait pris des mesures pour empêcher la propagation et même l'arrivée du virus dans son pays. Quel regard vous portez sur cet accord? Pour vous, ça y est, c'est terminé? Moi, j'en ris parce que nous avons eu plusieurs entretiens avec la préfecture. Il y a eu M. Serin, il y a eu avant lui M. Vaux, là M. Colombé, celui avec lequel nous discutons souvent, c'est le sous-préfet Cardoncuf. Julien Cardoncuf. Voilà. Donc, on a fait comprendre à chaque discussion que la France n'aura jamais... C'est-à-dire que la France ne doit pas croire la parole des autorités comoriennes. Vous pensez que l'État est si naïf? Mais bien évidemment, ils se sont fait avoir. Cet accord cadre-là était engagé sur des principes bien identifiés. Donc, empêcher les Kwassa de venir sur nos côtes, en tout cas sur pas mal de choses. S'il y a non-respect de cet accord au bout d'un an, eh bien, ça veut dire que là, il y aura forcément des conséquences sur le montant qui devait être versé à l'Union des Comores. Qui n'a toujours pas été versé. Mais bien évidemment, là, un an après, il faut faire le bilan. Il va falloir faire le bilan, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, et puis dire, ben voilà, parce que en gros, l'accord cadre, c'était quoi? C'était tout simplement un jeu de mots pour remplacer la feuille de route. Que nous avons dit non, on en veut parce que tout simplement, nous, Mahorais, nous connaissons nos voisins comoriens. Et à chaque fois, nous demandons à l'État français, lorsque notre État veut prendre des décisions concernant Mayotte, eh ben, il doit absolument nous consulter d'abord parce que nous sommes les seuls à savoir ce qui cache derrière. Donc là, ils se sont fait vraiment avoir parce que depuis 2, 3, 4 jours, les Kwassa ne cessent de descendre. Des Kwassa de Covid, parce qu'ils nous ont dit qu'il n'y a pas le virus chez eux, mais les Kwassa continuent à envahir nos plages. Et aujourd'hui, le seul qui est capable d'identifier et de savoir à quel moment ces gens-là causent, c'est le CODIM. Parce qu'il faut le dire, le travail qu'ils font sur le terrain. Il faut le dire. Et aujourd'hui, on l'a rappelé à monsieur le sous-préfet. Et il a reconnu, effectivement, qu'il va falloir qu'à un moment donné, nous fassions des propositions concrètes et que l'État puisse les prendre en compte. À un moment donné, juste pour terminer, quand il y a eu ces fameux gilets jaunes, je ne sais plus comment vous appelez les maillots jaunes ici. Mais bien sûr, pourquoi aller prendre des maillots jaunes, des gens que vous ne pouvez jamais identifier leur vraie identité, qui peuvent être là aujourd'hui et que demain, qui peuvent être votre ennemi, qui peuvent vous envoyer des cailloux sur les véhicules et les policiers? Nous n'avons pas de moyens. Donc aujourd'hui, il faut donner des moyens à CODIM. Et bien, nous, collectifs, la population veut sécuriser ses plages et ses côtes. Merci beaucoup, Safina. Je rappelle que vous êtes la présidente du collectif des citoyens de Mayotte, issu du mouvement de 2018. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'ouverture de 3 marchés de producteurs locaux ou encore l'inquiétude du SNUPP par rapport à l'ouverture des écoles. Au montage, Leslie Vumenet. Mardi, le SNUPP FSU Mayotte était en visioconférence avec le recteur concernant le déconfinement et la reprise des cours à partir du 11 mai. Le syndicat informe les enseignants que contrairement à la directrice de l'ARS qui estime que la réouverture des écoles devrait avoir lieu vers la fin mai, le recteur soutient que si à Mayotte le déconfinement débute le 11 mai comme dans l'Hexagone, la reprise des cours ne peut pas être décalée. Dans l'hypothèse d'une reprise effective, le syndicat demande que les enseignants puissent apprécier si leurs écoles respectent les conditions d'hygiène et sanitaire. Le personnel s'interroge aussi sur l'organisation de la pause méridienne qui doit se dérouler dans le respect du cahier des charges. Le SNUPP FSU Mayotte a indiqué au recteur qu'il va mettre en danger les enseignants, les élèves et la population dans un contexte où le pic épidémique ne semble pas encore atteint. Pour conclure, le syndicat affirme que comme toujours, les maires ne seront pas au rendez-vous.
La préfecture a réuni ses partenaires associatifs déjà engagés dans un travail de terrain auprès des populations les plus démunies. Avec le confinement dans certains quartiers, des situations de pénurie en produits de première nécessité ou des difficultés d'accès à l'eau ont été constatées. La préfecture a donc mis en place un dispositif qui repose sur 3 principes. D'abord la distribution via la création et la distribution de bons alimentaires. Ensuite la distribution par des associations relais. 7 ont ainsi été retenues au regard de leur mobilisation au sein de la réserve civique, de leur expertise de terrain et ou de leur implantation territoriale. Enfin, l'État a mis en place l'identification des bénéficiaires dans un partenariat avec les territoires. Le préfet a aussi sollicité les distributeurs alimentaires pour mettre en œuvre la loi sur le gaspillage alimentaire. Chaque commerce de détail alimentaire de plus de 400 mètres carrés doit ainsi rechercher un partenariat avec une association d'aide alimentaire pour lui céder ses invendus au lieu de les jeter ou de les détruire. 3 marchés de producteurs locaux s'ouvrent au public durant la période de l'état d'urgence sanitaire pour répondre aux besoins d'approvisionnement de la population. Ces marchés à vocation uniquement alimentaire permettront aux agriculteurs d'écouler leur production directement auprès des consommateurs. Les producteurs intéressés pour participer à ces marchés doivent s'adresser à la CAPAM. Les consommateurs intéressés sont priés de respecter les consignes: lavage des mains à l'entrée et à la sortie du marché, respect du sens de circulation et des distances de sécurité, interdiction de choisir soi-même ses produits. Ces marchés se dérouleront à Coconi, au lycée agricole, les mardis et jeudis matins de 9h à 12h, à Chirongui au pôle culturel les mardis et vendredis matins de 9h à 12h et enfin à Kaweni, place du Sénat, les mardis et jeudis de 9h à midi. Et on termine cette édition avec les masques. Depuis mercredi, l'Académie nationale de médecine a vivement recommandé le port du masque dans tous les lieux publics. Et cela dès maintenant, sans attendre le début du déconfinement. Dans les rues de métropole, la plupart des gens en portent, sauf ceux qui n'en ont pas. Mais tous sont unanimes, le port du masque est aujourd'hui un préalable pour envisager un déconfinement sans risque. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Ce matin, dans les rues de Dijon, de nombreux habitants étaient de sortie pour faire quelques courses. Alors, masque ou pas masque? Toujours, absolument. Que ce soit pour aller me promener pendant l'heure donc autorisée, et puis également lorsque je fais mes courses. Oui. Mes parents sont soignants, donc forcément je porte un masque tous les jours quand je sors. Ne portez pas de masque? Mais non, pour la bonne raison, c'est que je n'en dispose pas. Donc autrement, pourquoi pas? L'Académie nationale de médecine prône le port systématique du masque dans l'espace public. Elle recommande de s'en procurer sans attendre que l'État en distribue. Mais comment trouver des masques? Il m'en restait d'une épidémie précédente, j'en ai mis tout de suite. Mais je pense que si tout le monde en avait, ça serait une excellente chose. Je vais au marché, donc j'ai pris le masque. Je me suis fait un masque rapide parce que c'est difficile d'en avoir en pharmacie et de récupérer des masques. C'est peut-être l'occasion de vous mettre à la couture. Ensuite, encore faut-il bien les utiliser. Il faut les mettre en prenant comme ça. On les passe autour des oreilles, sans toucher. Après, on passe le menton et surtout, on pince bien ça. Et ils sont réutilisables à condition de les laver et de les repasser à haute température entre chaque utilisation. Après, il ne reste plus qu'à s'habituer. D'avoir quelque chose sur le nez, sur la bouche, ça tient chaud. Non, c'est pas agréable. C'est gênant pour parler, c'est gênant pour surtout les porteurs de lunettes comme moi. Gênant au départ, mais le port du masque n'en est pas moins indispensable. Certains attendent des mesures claires de la part du gouvernement. S'il faut en porter, on fera comme pour le confinement, on se conformera aux directives, bien sûr. Alors le masque sera-t-il imposé par l'État au moment du déconfinement? Pour protéger les autres, mieux vaut le porter sans attendre, en complément des gestes barrières. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. D'ici là, restez chez vous. Excellente soirée sur Quizy.